Le taux de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère terrestre est d'environ 410 parts par million. On parle de 410 ppm, ce qui représente pour 1 million de molécules de l'atmosphère 410 molécules de CO2. Ce qui en découle que le taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre est de 0,04%. Sachant que dans les siècles précédents, voire les centaines les milliers d'années précédentes, ce taux de CO2 a été variable et était nettement supérieur au taux actuel. Bon, il faut compter qu'il y a environ 4000 ans ou plus, le taux de CO2 était estimé à 1000 ppm, voire 1500 ppm, et que ça n'a eu que l'influence de faire développer la végétation et un climat plus chaud, mais qui n'était pas dû au CO2. Donc la nature était luxuriante. Alors les taux de principaux gaz dans l'atmosphère terrestre sont de 78% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz rares comme l'argon, et donc le CO2 revient à 0,04% de la quantité totale de l'atmosphère. Que les émissions humaines de CO2 étaient à l'origine du réchauffement de la planète. Ça n'a jamais été prouvé. De plus, nous pouvons mesurer la quantité de CO2 émise par la combustion et environ 3% de toutes les émissions sur la planète sont dues à l'homme. Le reste, 97%, provient des océans et de la température à leur surface. Et la végétation absorbe plus de CO2 que l'homme en émet. Pour ne rien arranger, si on regarde dans le passé, on constate qu'à chaque fois que nous avons eu une période glaciaire, il y avait plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Il est donc clair que le CO2 ne peut être à l'origine du réchauffement climatique. Nous avons affaire à une fraude scientifique. Le climat fait des choses qu'il a toujours fait et il continuera à le faire. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Il n'existe aucune preuve scientifique que les émissions mondiales de CO2 aient un effet néfaste sur le climat. Bien au contraire, il existe de nombreuses preuves que l'augmentation du CO2 atmosphérique a déjà été bénéfique pour la Terre
et que ce le sera davantage. Ce consensus scientifique est complètement absurde. La science est indépendante de tout consensus. Croire que le CO2 contrôle le climat de la Terre, c'est croire en la magie. L'affaire du CO2, c'est du politique au départ. Il y a un danger quand la science dépend du gouvernement. Quand il cherche une position sur ce que la science doit trouver, et c'est aujourd'hui le cas. Il pousse à faire du climat un problème. Le seul intérêt de ces alarmistes, c'est la peur, effrayer la masse publique. L'envie de sauver l'humanité est presque toujours un faux-nez, un déguisement de l'envie de diriger. Et l'envie de diriger est très forte en matière politique. Les générations futures se demanderont avec stupéfaction pourquoi le monde s'est plongé dans cette panique hystérique sur la base d'exagérations grossières, de projections informatiques. Le CO2 n'est pas le bouton de contrôle. Depuis le début, la politique a pris le pas sur la science. Il n'y a pas de consensus. Un scientifique est obligé d'adhérer à l'idéologie du GIEC pour obtenir des crédits et avancer dans sa carrière. Soit on renonce à l'intégrité scientifique, soit on peut faire une croix sur sa carrière. Les militants écologistes utilisent des tactiques de la peur pour faire avancer leur cause. Les scientifiques ajoutent de la crédibilité pour obtenir des crédits, des milliards en argent de recherche. Il y a un contrat social entre politique, médias et scientifiques. C'est juste un gros business pour tout le monde. Personne n'ose s'y opposer au risque d'être impopulaire, de perdre des fonds et de mettre en péril sa carrière. Contrairement à ce qui est dit, surtout dans les médias de grand chemin, nous ne sommes pas face à une inévitable catastrophe climatique. Le discours dominant selon lequel nous devons immédiatement entreprendre des actions importantes pour stopper les émissions mondiales d'ici le milieu du siècle n'est pas du tout confirmé par la science. Le faux récit selon lequel nous devons agir de toute urgence s'est imposé parce que la plupart des gens reçoivent des informations qui sont déformées. Comme on peut le voir sur ce graphisme dans l'écran, sur l'évolution des températures globales depuis 4500 ans, on peut remarquer qu'il y a des alternances entre des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement. Tout ça est cyclique. Donc sur cette période qu'on appelle l'Holocène, on peut remarquer qu'il y a eu des zones qui datent de environ 2500 ans jusqu'à environ 600 ans avant Jésus-Christ, où les données de température étaient nettement supérieures à celles qu'elles sont actuellement, voire donc l'âge du fer, où il a fait très chaud. C'était la période de l'exode des Hébreux, 1100 avant Jésus-Christ. Et puis, on voit que la période de la Grèce antique connaît un net refroidissement et que, suivant cette période de quelques centaines d'années, entre moins 250 et plus de 150 après Jésus-Christ, eh bien, on a ce qu'on appelle l'optimum romain,
où les températures étaient également très chaudes et qui a permis l'invasion des Romains sur toute l'hémisphère nord de la planète, dont notamment le nord de l'Europe. Ils sont allés jusqu'au nord de l'Angleterre et ont planté des vignes jusqu'en Écosse. Il y avait des vignes jusqu'à presque en Hollande, presque jusqu'au Danemark. Et c'était la période où Hannibal a traversé les Alpes avec ses éléphants. Ce qui veut dire que pour que une armée de cette envergure puisse traverser la zone des Alpes, il n'y avait pas de neige, c'est pas possible. Il n'y avait pas de glacier. Cette période a été suivie par une période également refroidie, les âges sombres, jusque aux environs de l'an 900, l'an 1000, où a commencé l'optimum médiéval. Alors c'était l'époque de la construction des cathédrales. Les températures étaient plus chaudes que celles d'aujourd'hui. Pourtant, on ne peut pas invoquer les émissions de combustibles pétrolifères, donc l'implication, la culpabilité du CO2. On peut remarquer, c'est plutôt les températures qui ont généré l'augmentation du CO2 et non pas l'inverse, ce qui a permis à la végétation de se développer de façon très luxuriante et donc de produire la nourriture pour les peuples. Donc c'était une période de foisonnement alimentaire, etc. Donc pour la civilisation qui s'est développée. Et puis donc ensuite jusqu'en l'an 1350, eh bien il apparaît une période assez longue qui va durer 500 ans jusqu'à l'an 1850, qu'on appelle le petit âge glaciaire. Alors c'est l'époque du 16e jusqu'au 19e siècle, 1350 à 1850, où donc on a connu vraiment les températures extrêmement basses sous tous les hivers. La Seine gelée et la Tamise à Londres gelée sur plusieurs mètres, voire sur 4 à 5 mètres de profondeur. Et donc c'était les périodes de disette. Donc le gouvernement de Louis XIV a connu cette période très brusque au niveau des températures. Donc ça a été fini.